Donc merci d'être là, merci à l'Institut Fontaine et à la Fondation Mullier de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir témoigner et raconter effectivement ce qui m'anime. Alors je suis née sous X. Je suis née sous X le jeudi 12 mars 1970 à Cambrai, à la maternité catholique. Je suis arrivée chez mes parents le 10 juillet, au terme des 3 mois légaux, délai de rétractation pour les mères abandonnantes. Quand je suis arrivée chez mes parents, bien que cambraisiens d'origine, ils habitaient Grenoble. J'y ai vécu pendant 7 ans et demi. Mon enfance a été très heureuse, avec mon frère Benoît et ma sœur Pascale, tous deux nés sous X, adoptés également, respectivement 10 et 8 ans avant moi. En fait, je n'ai jamais appris que j'ai été adoptée, je l'ai toujours su. Mes parents n'ont jamais fait secret de notre adoption. Et les sœurs de la maternité, la pouponnière de Paris, tout ça faisait partie de mon histoire. Il n'y avait aucun problème. À chaque anniversaire, d'ailleurs, maman me racontait jusqu'à peut-être l'année dernière, jour par jour, le téléphone de la sœur Marie-Noël qui disait que j'étais née, les 48 heures où ils ont pu venir me voir un petit peu en cachette, le jour où ils sont venus me chercher dans un couffin en osier à Paris au mois de juillet. Mes parents étaient assez impliqués dans une association de parents adoptifs à Grenoble. Papa y était même trésorier. Cette association devait certainement être assez avant-gardiste sur le sujet, puisqu'il faisait bien comprendre aux parents, maman me l'a dit plusieurs fois, qu'être parent adoptif, ce n'était pas être parent ordinaire, et que les enfants adoptés n'étaient pas des enfants comme les autres. Nous avons déménagé ensuite en 1977 à Compiègne, j'avais 7 ans et demi. Mon adoption n'était pas un tabou, mais j'ai assez vite compris qu'il était peut-être un peu mieux de ne pas trop en parler. Puisque je me souviens très bien qu'en CM2, dans la cour de l'école, j'ai entendu beaucoup d'enfants chantonner « Elle est née dans une poubelle, elle est née dans une poubelle ». Je m'en souviens très très bien. Et donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la honte. Et j'ai compris qu'il valait mieux taire ce sujet. À l'époque, je voulais déjà être médecin, je voulais être obstétricienne pour voir la naissance, pour voir ce moment, pour voir comment une femme faisait pour abandonner son enfant. Chaque 12 mars, je mettais mon réveil à 7h15 puisque je suis née à 7h20. Et je regardais ma pendule et je me disais que peut-être elle pensait à moi, peut-être. Maman ne disait jamais que j'avais été abandonnée. Elle disait toujours confiée. On a été confiée en adoption. Confiée pour que je sois heureuse dans une famille qui pouvait m'élever, puisqu'apparemment, ma mère biologique ne le pouvait pas. Confiée en adoption, c'était un geste d'amour. Alors dans ma tête de petite fille, je me disais qu'elle allait donc sûrement venir me rechercher, puisqu'elle m'avait juste confiée. Bon, c'était pas très très clair quand même, et je me disais que peut-être, si vraiment elle m'avait abandonnée, alors puisque c'était un geste d'amour, non, ça n'allait pas, puisque quand on aime quelqu'un, on ne l'abandonne pas. C'était pas clair dans ma tête. Alors que je ne pouvais rêver d'aucune autre meilleure famille, j'ai des parents merveilleux, je me sentais assez proche de tous ces petits copains de la télé, orphelins, Belle et Sébastien, la petite fille aux allumettes et Heidi, pour qui je ressentais une certaine proximité, peut-être de solitude, de tristesse, je ne sais pas. C'était, dans ma tête de petite fille, c'était vraiment difficile à nommer, voire incompréhensible, puisque j'étais heureuse et que mes parents étaient mes parents. Adolescente, c'est plutôt une sorte de méfiance que j'ai sentie monter en moi. Personne ne me demandait rien, et pourtant, je comprenais qu'il fallait mieux ne pas décevoir, filer droit, et surtout, laisser penser qu'être adopté, ce n'était rien. Et quand mon frère a mis fin à ses jours, il allait avoir 30 ans et moi 20, cela m'a confirmé la gravité du X. L'abandon était un geste d'amour, non. L'abandon est une tragédie. J'ai débuté mes études de médecine et j'ai choisi obstétrique à l'internat, comme prévu, j'allais dire. Et durant toutes ces années, mon X était vraiment un secret absolu. Je l'avais partagé avec 2 amis proches, et maman me disait qu'il fallait absolument que j'en parle à mon futur mari. Ce que j'ai fait. Et gentiment, il m'a dit que ça ne changeait rien du tout, que j'ai été adoptée.
J'aurais tant aimé qu'il soit choqué. J'aurais tant aimé qu'il soit ému. J'aurais tant aimé qu'il ne trouve pas ça normal. Voilà, là j'avais ma première clé, je ne savais pas trop quoi en faire. Personne ne comprenait notre situation. Entre 20 et 30 ans, dans ma tête, c'était plus clair. J'avais des questions. Pourquoi je n'avais pas le droit de savoir d'où je viens? Pourquoi je n'avais pas le droit de savoir qui j'étais vraiment? Pourquoi? Je ne trouvais aucune bonne raison à cette interdiction. J'ai contenu assez difficilement un sentiment d'injustice jusqu'à ce qu'un concours de circonstances fasse un petit peu fuiter ma colère. Alors que mon mari avait décidé qu'on allait s'installer à Cambrai, la ville où j'ai été abandonnée, j'ai découvert avec horreur dans mon activité professionnelle que le monde médical créait des enfants sans origine, intentionnellement, médicalement et remboursés par la Sécu. Quand des parents infertiles, effectivement, ont recours à des dons de gamètes, des dons de sperme, dons d'ovocytes, voire dons d'embryons, les donneurs sont anonymes. Et les enfants issus de nos laboratoires ne connaîtront jamais, eux non plus, le nom de leur géniteur. Le pire, c'est que mes collègues trouvaient ça tout à fait normal. Ils n'y voyaient aucun inconvénient. Savoir d'où on vient, ils s'en foutent totalement, je vous le dis. J'en revenais pas, j'étais absolument sidérée d'autant d'ignorance et de mépris. En fait, nous n'avions servi à rien. Et la mort de mon frère n'avait servi à rien. Alors là, j'ai décidé qu'il fallait agir. Mais que faire et comment faire? Alors il allait falloir d'abord, pour expliquer ma démarche, expliquer mon X. Mes amis sont tombés des nues, ça n'a pas été facile pour eux et ni pour moi. Et puis je me suis dit que pendant que j'y étais, et puisque j'habitais à Cambrai, autant que ça me serve à quelque chose, j'allais débuter mes recherches. Et j'ai compris que ma colère pourrait déplacer des montagnes. Alors, aidée de mon amie Sarah et de sa sœur Catherine, qui est dans la salle, j'ai décidé de créer une association afin que soit levé l'anonymat des donneurs de gamètes. Certes, les enfants issus de dons ne sont pas abandonnés, bien sûr. Ils sont même ultra désirés. Certes, les donneurs de sperme n'abandonnent pas l'enfant, je suis d'accord. Il ne reste pas moins que la loi française interdit aussi à ces enfants-là de connaître leur vérité et l'identité de leur géniteur. La France leur interdit aussi de savoir d'où ils viennent. Et créer intentionnellement ce vide d'origine me paraissait absolument insupportable. Alors j'ai créé l'association PMA, l'association PM Anonyme, en octobre 2004. Je l'ai présidée jusqu'en 2011. Et la loi de juillet 2021 a consacré la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. On a gagné, on a mis 15 ans, mais on a gagné. 15 ans d'un lobbying éprouvant, on a fait jusqu'à 30 actions presse par an, 15 ans d'un véritable combat, et pour tout dire, ceux qui nous ont contrés le plus sont les médecins. Autant vous dire que ma pratique professionnelle n'a pas été toute simple. Et il aura fallu donc 15 ans pour faire comprendre à notre société soi-disant évoluée, civilisée, qu'on ne pouvait pas intentionnellement priver un enfant de savoir d'où il venait. Alors 2002-2003, j'en ai profité pour commencer mes recherches. Alors ça, c'était mon petit jardin secret. J'ai commencé d'abord par mettre mon nez dans mes dossiers administratifs. J'ai découvert alors que lorsqu'on est adopté sur le mode plénière, l'acte de naissance original est purement et simplement annulé. Si. Et aujourd'hui, donc, vous avez mon acte de naissance à gauche qui est annulé et mon acte de naissance intégral post-jugement d'adoption. En fait, aujourd'hui, quand je vais à la mairie chercher un acte de naissance intégral, on me donne un acte de naissance qui est signé en 73. J'avais 3 ans, ça ne choque personne. Moi, ça me choque énormément. Le plus souvent, d'ailleurs, on me donne un extrait d'acte de naissance. J'ai été refaire mon passeport, c'est un véritable plaisir pour moi maintenant de refaire un passeport. J'arrive au guichet avec mes filles, on voudrait toutes refaire notre passeport. C'est marqué qu'il faut un acte intégral de naissance. Pour mes filles, on donne un acte intégral de naissance. Pour moi, c'est un extrait d'acte de naissance. Je connais le truc, j'ai déjà refait mon passeport exprès il y a 5 ans. Donc je lui redonne, et puis je lui dis « Non, c'est un extrait d'acte de naissance ». Et la fille me répond « Pour vous, ça suffira ».
Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse également des passeports pour mes filles avec des extraits d'actes de naissance, puisque tout ça n'avait en fait rien d'important. Alors je vous rassure, j'ai eu mon acte de naissance intégral par des moyens totalement illégaux, mais j'ai pu au moins avoir la certitude que j'étais bien née sous X. C'est le seul endroit où c'est marqué que je suis née de mère inconnue, et simplement déclaré par la directrice de la maternité. Ensuite, je suis allée au Nid de Paris, c'est la pouponnière dans laquelle j'ai transité 3 mois, pendant les 3 mois de rétractation. J'y suis allée le 11 mars 2003. Je suis donc allée au Nid de Paris la veille de mes 33 ans, chercher mon dossier. C'est l'œuvre d'adoption donc, par laquelle j'ai transité. Le dossier m'a été donné, c'était une petite feuille quadrillée. On voyait encore une photocopie, où on voyait encore les ronds noirs de la perforeuse. J'ai demandé à la dame si je pouvais voir l'original, et elle m'a soutenu que c'était l'original. Et c'est donc la veille de mes 33 ans que j'ai eu 3 informations importantes. Ma mère avait 20 ans quand elle m'a abandonnée. J'ai été heureuse qu'elle n'en ait pas 13. Elle était élève infirmière. Bon, ça, c'est vrai, ça m'a rassurée. Elle était belge. Alors là, j'avoue, ça m'a fait un choc, belge. Moi, je m'étais toujours imaginé qu'elle était espagnole ou portugaise, vu ma tête et vu ma peau. Mais belge, non mais franchement, j'en revenais pas. Quelle idée, belge. J'étais encore abasourdie de cette nouvelle quand la dame me dit « Et est-ce que vous voulez des nouvelles sur votre père ?» Je me suis rendu compte que j'y avais jamais pensé. Mon père. Ah oui, mon père. Et là, elle lit. 20 ans, étudiant en médecine, algérien. Étudiant en médecine. Heureusement que j'étais assise quand même. Étudiant en médecine, ça m'a vraiment donné une énorme émotion. J'étais extrêmement émue et on avait un point commun. J'ai retenu mes larmes parce que je ne voulais pas pleurer devant cette dame que je détestais de principe. Algérien, j'avoue, ça secoue. Et avant de montrer mon procès-verbal d'adoption, elle m'a demandé si je voulais qu'elle me raconte comment venaient les femmes signer le procès-verbal d'abandon. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? On est dans ce bureau depuis avant 70, donc votre mère a dû venir signer exactement à votre place. Je lui ai dit non, merci, ça va. Et donc, sur mon procès-verbal d'abandon, j'ai pu voir ce fameux X, mes prénoms que j'avais déjà. Mes parents m'avaient déjà dit qu'on m'appelait Paul, Myriam, Chantal. Par contre, j'ai tiqué sur la date. Le procès-verbal d'abandon est signé au 2 avril 70. Alors j'ai demandé à la dame où j'étais pendant 3 semaines. J'étais où pendant 3 semaines ? J'ai été pendant 3 semaines pas abandonnée. Donc la dame m'a dit « Oh ben je sais pas, c'est vrai, c'est bizarre ». Et puis, ça m'a rappelé que dans mon carnet de santé, il y avait effectivement un trou, il n'y avait pas de pesée, je n'ai pas été pesée, entre le 14 mars et le 2 avril. Voilà, je n'avais pas d'explication, et alors je m'en suis construite une super jolie. Je me suis dit que pendant 3 semaines, elle n'avait pas eu le courage de m'abandonner, qu'elle m'avait gardée avec elle, et que, forcée par sa famille, elle avait fini par signer ce papier. Et puis en plus, ça collait, puisqu'elle m'avait appelée Myriam. C'est sûrement elle qui m'avait donné ce prénom, et comme mon père était algérien, elle n'avait pas dû être violée, parce que sinon elle ne l'aurait pas appelée Myriam. Je m'étais dit ça, et sincèrement, ça m'avait fait du bien. Bon, il n'en reste pas moins que j'avais quelque chose à gérer, c'est que je suis mi-algérienne, mi-belge. Alors à 33 ans, on vous dit que vous n'êtes pas française. J'avais l'impression d'être comme un ovni, un truc qu'on avait déposé là, en France, dans le nord de la France, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Et j'étais assez écœurée contre cette loi française qui permettait d'organiser autant de mensonges, quand même. Pas française, mais pas française. Alors là, dans le trajet retour en voiture, j'ai dû le prononcer 30 fois. Putain, je ne suis pas française. Mon mari a dû rétorquer une 30aine de fois, mais si, t'es française. D'ailleurs, les copains à qui j'ai raconté tout ça m'ont dit que si, j'étais française. J'ai un peu de mal avec ça. Parce que ça plaise ou non, je suis de culture française, j'ai été adoptée en France, je vis en France. Enfin, la vérité, c'est quand même que je ne suis pas française. C'était compliqué à digérer. Et le soir même, j'ai tout raconté à mes parents. Et maman m'a dit, je vais appeler la fameuse sœur Marie-Noël,
parce que j'avais avec elle un rapport assez particulier et maman avait toujours été persuadée que elle avait dû connaître ma famille d'origine, enfin elle avait senti un petit quelque chose, comme une proximité. Et elle l'a effectivement eu au téléphone, cette sœur Marie-Noël, dans une maison de retraite de bonne sœur à Bourgoin-Jailleux, près de Lyon. Maman m'avait dit, elle se souviendra, c'est sûr, parce qu'on avait vraiment eu un rapport particulier. La vieille femme est restée droite dans ses sandalettes. Non, je ne me souviens de rien. Mais dites à votre fille de ne pas chercher, c'est jamais bon. Ça n'a rien fait pour atténuer ma colère. Alors, munie des petites informations que j'avais obtenues au NIE de Paris, j'ai quand même cru à un bon moment que j'y arriverais. Mais en fait, sans nom, sans prénom et sans date de naissance, c'est impossible. Alors j'ai tout tenté, tout pisté. J'ai fait des avis de recherche en Belgique. J'ai fait le JT 2 fois à 20h en Belgique. J'ai contacté toutes les facs de médecine belges, toutes les écoles d'infirmières, des centaines de médecins algériens. J'ai eu un paquet de rencarts d'ailleurs, mais j'ai écrit à des centaines d'infirmières. J'ai même rencontré un médecin algérien à Liège qui s'était beaucoup amusé de me faire croire qu'il pouvait être mon père. J'ai dépioté tous les arbres généalogiques avec des accès premium bien payants afin de trouver les familles industrielles belges des années 70, si jamais il y avait une fille qui avait 20 ans en 70. C'est compliqué. J'ai engagé 2 détectives, j'ai même copiné avec des flics. J'ai traîné des milliers d'heures sur les sites de généalogie, j'ai payé des abonnements. Et porteuse d'une maladie génétique qui m'a rendue malentendante, j'ai même contacté des audioprothésistes en Belgique en me disant que dans la famille de ma mère, ils devaient tous être appareillés aussi. Rien, absolument rien. Des heures, des jours, j'ai passé des jours et des nuits, des années à chercher. Consciencieusement, j'ai avancé piste par piste. Je pense qu'aucune n'a été laissée au hasard. En juillet 2008, je me suis décidée à déposer mon dossier au CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles. C'est Ségolène Royal qui l'a fondé, puisque la France a été condamnée avec le procès de Pascal Audièvre, une X. Et donc, elle a fondé ce Conseil national, qui, soi-disant, est là pour nous aider. Au bout de 3 mois, j'ai reçu un coup de fil à 17h30, j'étais au boulot. Une certaine Madame Pépin, qui m'a dit « Les NIE de Paris ont donné un prénom, Annie. Les sœurs, un numéro et votre poids de naissance. Mais je suis obligée de classer votre dossier. Il est vide, c'est terminé. » Je vous avoue que ce coup de fil de 2 minutes m'a totalement anéanti. Ça a été une violence incroyable, je m'en souviens encore très fort aujourd'hui. J'ai été incapable de rentrer chez moi pendant plusieurs heures. Et aujourd'hui, j'assume totalement mes propos parus dans le Figaro en 2009, le CNAOP. C'est vraiment de la foutaise. J'ai aussi compris que je ne pouvais compter sur personne. Il fallait que je me débrouille, encore et encore. J'ai continué à chercher. Tout mon entourage, c'est vrai, me disait beaucoup d'arrêter, de passer à autre chose, qu'il serait temps que je grandisse un peu, que j'arrête. Ils n'avaient pas tort, je m'épuisais. Mais cela m'était absolument impossible d'arrêter, c'était vital. Parfois, j'arrêtais 3-4 mois parce que j'étais vraiment fatiguée ou j'avais eu vraiment des faux espoirs. Mais je m'y remettais grâce à des copines qui comprenaient ma quête. Et plus d'une fois, ce sont mes filles qui m'ont souvent poussée à reprendre mes recherches. Je me disais qu'il était probable que je ne trouve jamais. Je ne voulais pas un jour me dire que si j'avais cherché, j'aurais peut-être trouvé. Ça, je n'y arrivais pas. Et puis j'ai une grande amie qui est décédée à 52 ans d'un cancer, qui était née sous X. Et qui m'a dit, tu sais Pauline, je ne vais pas guérir, mais ça c'est pas grave. Je vais mourir, mais c'est pas grave. Le pire, c'est de mourir sans savoir. C'est ça que j'arrive pas à encaisser. Et je pense beaucoup à elle, et très souvent. Alors en 2015, ça a été l'avènement des tests génétiques, tous plus illégaux les uns que les autres. Donc ça a été un nouveau jeu, et dans l'association PMA, toutes les personnes issues d'un don de sperme commençaient également à faire ces tests. J'ai eu la confirmation en haut à droite que j'étais donc 50-50, européenne et algérienne. Et donc je me suis inscrite sur 5 banques mondiales, 3 applications, 2 sites que je consultais matin, midi, soir, matin, midi, soir. Dès réception des premiers résultats, j'ai matché avec beaucoup d'Algériens, tous très très éloignés, des cousins très très éloignés, mais ça m'a amusé de faire comme si j'allais pouvoir me servir de ces résultats qui étaient vraiment trop faibles pour me trouver une correspondance.
Ils étaient tous de Batna, une ville dans les montagnes de l'Aurès. Et il y en a un qui s'appelle Hicham, qui habite Tourcoing. Un cousin très éloigné qui m'a dit « T'es une oui, ma sœur. » Ok. Et durant 3 ans, ces cousins de Batna m'ont fait tourner en bourrique, inventant des pistes, des pères, des cousins. Apparemment, ils savent qui est mon père, bien sûr, parce qu'un Algérien en 70 qui part faire ses études en Belgique, il n'y en a pas 40, hein, donc ils savent qui c'est, mais ils ne veulent pas m'aider. Durant 5 ans, chaque matin, midi, soir, j'ouvrais mes 3 applications, donc. Et il y avait toujours un cousin de plus en plus éloigné. Ça ne m'aidait pas beaucoup, mais je continuais. Chaque année, c'était le mois de mars qui nous amenait le plus d'espoir. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait offrir des tests génétiques à Noël pour se marrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, on était très contents. Les joueurs de foot ont même fait des pubs, et pour savoir juste s'ils avaient 2% d'Italiens ou 3% d'Allemands. Mais nous, on savait qu'il y avait une petite case cochée par défaut, autorisation de match génétique. Donc tous les mois de mars, on avait un flot de cousins qui arrivaient. Le temps que les gens crachent dans le tube après Noël, nous, c'était début mars. Et donc le 14 mars 2020, 6 h du matin. Avant-hier, j'ai eu 50 ans. On y est. Il y a quelques jours, le 4 mars, j'ai eu une déception terrible. Je pensais retrouver mon père en Algérie. Ces fameux cousins avaient organisé quasi une fête et m'avaient fait croire qu'ils allaient prendre leur voiture pour aller trouver mon père. J'étais sûre. J'ai passé une journée incroyable. J'ai attendu toute la journée leur appel. Et le soir, ils m'ont appelé pour me dire qu'en fait, ils avaient été voir le frère de mon père et que j'ai rien compris. Et j'ai stoppé toute communication. Mais ce samedi 14 mars, comme tous les jours, j'étais seule chez moi, je me lève et j'ouvre mon application MyHéritage. Je vois famille proche 2. Famille proche 2. Alors, j'ai demandé à mes enfants de faire des tests. Alors là, tout d'un coup, je ne savais plus. 2. Alors, il y a Barbara, ça c'est sûr, elle a fait un test, je l'ai mis là. Mais il y a Hubert aussi qui est sur l'autre, mais il n'est pas là d'habitude, il est sur l'autre. 2. Et là, je sens mon cœur qui bat d'une façon incroyable. Et si jamais c'était... Alors je clique. Et je vois Noah, la vingtaine, française. 2 nièces. Un match, comme on dit, incroyable, 970 centimorganes, c'est une quantité d'ADN partagée qui est énorme. C'est bon, je l'avais. J'allais pouvoir la trouver. C'est pas elle, ma mère, bien sûr, mais grâce à elle, j'allais pouvoir remonter et trouver. Donc vite, je fais des captures d'écran, car pendant que moi j'ai ça, Noah, elle a un truc qui s'affiche, une notification tente. Donc, quand vous avez quelqu'un qui déboule comme ça dans la famille, que c'est pas prévu, elle a quand même quelquefois 2 secondes pour supprimer son compte. Donc moi, je fais des captures d'écran pour la coincer. Donc, petite nièce, ça y est, c'était fou. Je vous laisse imaginer ma joie ce matin-là, c'était incroyable. J'écris immédiatement à cette Noah pour lui demander de façon totalement niaise quelques informations, comme ça, pour voir si elle répond. Nous avons de l'ADN en commun, et comme j'essaie de faire mon arbre, ça tombe bien. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner le nom de tes grands-parents? Ça me ferait gagner du temps, l'air de rien. Je me dis, elle va tomber dans le panneau. Le problème, c'est que cette personne n'est pas disponible pour le moment, et elle n'a jamais répondu. Alors, en fin de matinée, je demande à Blandine, qui est dans l'association PMA, s'occupe des tests génétiques des personnes issues d'un don de sperme. Elle est spécialiste, et elle monte un groupe WhatsApp qui m'a donné énormément d'émotions. Voilà, le groupe s'appelle Match 970 Pauline. Pour une recherche symbolique, on peut péter l'anonymat pour la fondatrice de l'asso. Et là, a commencé un jeu de piste incroyable. Un week-end, je savais qu'il ne serait pas ordinaire, là, pour le coup. J'étais extrêmement émue, cette association PMA que j'avais créée, qui à présent m'aidait. C'était incroyable, une enquête à toute allure avec des jeunes qui surfaient 10 000 fois plus vite que moi sur le net. Et entre eux, ils faisaient un concours à celui qui trouverait le premier. Oh, ça n'a pas duré longtemps. J'étais très émue de cette entraide. Et en fait, voilà, notre but, c'était de trouver les parents de Noah. Soit son père, c'était mon demi-frère, soit sa mère, c'était ma demi-sœur. Alors là, je vous dis, les réseaux sociaux, c'est extrêmement indiscret. Il n'a pas fallu longtemps aux gens de l'association PMA
pour trouver toute la famille de Noah, les photos de leur maison, photos aériennes de la maison avec le chien qui se baigne et tout, des dizaines d'informations sur chaque enfant, les dates d'anniversaire, la tante qui souhaite l'anniversaire, etc. Et même l'année de naissance et le téléphone portable de Nick, le papa de Noah. Et voilà, c'est fait, comme dit Blandine. Nick, le papa, Verle, la maman. On a tout, les grands-parents, Carlos, le papa, tout le monde, et puis ils m'ont fait un petit montage photo. Alors on a joué au jeu des ressemblances. Mes filles trouvaient que je ressemblais à Nick. Moi, je trouvais que je ressemblais à Verle. Bon, le jeu des ressemblances, on l'a fait beaucoup, c'est toujours planté. Mais mes filles trouvaient que je ressemblais fort à Nick, moi je ne trouvais pas. En tout cas, il fallait appeler Nick, puisqu'on avait son numéro de téléphone. C'est le seul numéro de téléphone qu'on a trouvé. Je ne pouvais pas appeler moi-même, j'étais beaucoup trop émue. Il fallait une médiatrice. Donc j'avais une connaissance née sous X qui elle-même avait retrouvé sa mère de naissance. Je me suis dit, elle était la bonne personne. Elle aurait les mots, parce que c'est quand même délicat. Il fallait appeler ce Nick, lui demander dans la conversation le nom de sa mère, au pire le nom de sa belle-mère, parce qu'on ne savait toujours pas si c'était mon demi-frère ou sa femme, ma demi-sœur. Et voilà, donc on a dit qu'on attendait quelques jours que Noah réponde. Même ma grande fille lui a écrit en lui disant « Réponds à maman, elle veut juste savoir qui est sa mère, etc. » C'était un magnifique message, mais elle ne répondait pas. Lundi 22 mars. Aujourd'hui, ma médiatrice va appeler Nick. J'étais en consultation, je travaillais, donc je lui envoie un SMS en disant « Je bosse jusqu'à 17h, merci de ne pas m'appeler avant, hein, surtout. » Voilà. Ce Nick ne sait probablement rien, j'imagine toute la journée le coup de fil qu'il va recevoir. Si c'est lui mon demi-frère, il va falloir qu'il lâche le nom de sa mère. Et ce soir, ma quête est terminée. Plus de 20 ans, et ce soir, c'est terminé. Peut-être pouvez-vous percevoir la joie qui était la mienne. C'était vraiment une magnifique journée, exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'était fini. Le nom de sa maman ou le nom de sa belle-mère. Je voulais être disponible. Et à 11h56, j'ai reçu un SMS de ma médiatrice. Puisque je lui ai demandé explicitement de ne pas m'appeler avant 17h, je ne me méfie pas du tout. Et je pense qu'elle me prévient simplement qu'elle n'a pas pu appeler Nick ou qu'elle ne va pas pouvoir, qu'elle a un empêchement. C'est le matin, je suis en train de travailler chez moi au bureau, entre deux clients importants, et je reçois un coup de fil. Une dame qui parle très vite, qui s'annonce un peu obscurement, et qui dit « Ouais, il me faut quelque chose d'information sur sa fille, Noah, et il me faut le nom de ta mère. » Je dis, entre les mots qu'elle me dit, je ne parle pas bien français, hein, je fais mon mieux, mais elle parlait tellement vite, comme les Français parlent. Ouais. Ils ont l'habitude de parler très vite. Alors je dis, ouais, attends, c'est quoi que vous cherchez? Oui, elle commence à raconter un peu plus lentement qu'elle a besoin d'un nom, le nom de ma mère. Je dis, je peux donner le nom de ma mère, mais je ne pense pas que ça vous allait aider parce que je suis adopté. Je suis adopté. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir de moi? Alors c'est pas Noah, alors c'est vous. Alors là, elle a essayé d'expliquer un petit peu, elle m'a demandé, est-ce qu'il y a une femme qui peut t'appeler ce soir? Je dis, oui, tout le monde ne peut pas m'appeler. Si c'est un client en plus, alors, mais ce n'est pas pour un client. Alors, Pauline allait m'appeler le soir. Dès que ma patiente sort de mon bureau, j'ouvre mon SMS sans me méfier. Je lui avais dit de ne pas m'appeler avant 17h. Et je lis. Bonjour Pauline, je viens d'avoir Philippe de Pôte, en ligne. Adopté, lui aussi. Surpris, bien sûr. Il s'agit bien de ton frère. Il accepte le contact si tu peux l'appeler. Là, j'ai dû m'asseoir. J'ai dû lire, relire et relire une dizaine de fois.
Mon cerveau refusait absolument cette information. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Ça m'annonçait 2 mauvaises nouvelles. La première, ma quête n'était pas finie, puisqu'il ne savait rien de sa mère. Je n'avais plus le courage, j'en pouvais plus. Et la deuxième, troublante également, mais cette fameuse dame qui a accouché, qui voulait me garder, tout ça, la pauvre, elle en a abandonné combien comme Sarah? On est combien? C'est quoi cette femme? C'est qui? Elle est psychiatrique? Elle est folle? J'étais absolument choquée, j'étais complètement sous le choc. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement violent. Donc il allait falloir que je consulte toute l'après-midi, histoire de l'air de rien, que je vois mes patientes, que je digère quelques heures. J'ai écrit à mes filles que je leur raconterai plus tard que c'était difficile et que je l'appellerai ce soir. Alors, Pauline allait m'appeler. Je me présente, je suis Nick de Poot, je suis né sous X, aussi sous X. Parents inconnus, adopté en Belgique, éduqué à Anvers, chez mes parents. Je suis né à Saint-Malo, Saint-Malo-le-Bain. Malo tout court. Malo, Saint-Malo? Malo? Malo, ouais. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'importance. Pour moi, j'ai toujours écrit Dunkerque. Je sais pas. Dunkerque, tu viens de Dunkerque. Ouais, en flamand, ça se prononce très gentiment, Dunkerque. Alors, je suis adopté là. J'ai toujours su que j'étais adopté. C'était aussi très difficile pour mes parents de cacher. Ma mère fait 1m52. Mon père fait 1m68. Mon frère fait 1m70. Alors, dès le début, j'allais trop vite pour le cacher. Alors, à chaque rencontre, à chaque invitation, c'était « D'où viens-tu? Ce sont tes parents ?» Voilà, je suis adopté. Et je suis né en France. Au contraire de Pauline, elle n'était pas contente d'être belge. Moi, j'étais quand même un peu fier d'être peut-être français. Alors voilà, c'est l'avantage. J'étais toujours un petit peu français. J'avais le choix aussi. Je pouvais choisir si à l'âge de 18 ans, si je deviens français ou je reste belge. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore choisi. Alors, je suis encore belge. J'ai toujours su. On a toujours parlé de ça comme c'était quelque chose de très normal. J'avais des amis qui étaient aussi adoptés. Alors, il n'y avait jamais ce secret autour de l'adoption. Dès le début, mes parents ont parlé que j'étais né à Dunkerque d'une femme, une infirmière, et que ma famille est une famille de Flandre d'Est, plutôt bien installée, bien reconnue, et pour moi ça suffisait. Ça suffisait. Jamais j'ai eu un peu de mal avec ça, jamais j'ai me senti malheureux à cause de ma adoption. Je vivais ma vie, et en plus, comme j'avais un dossier qui me plaisait très bien, j'ai créé une conviction que j'avais, ou que j'ai, une mission ici. Parce qu'elle a eu la possibilité de me jeter dans la poubelle. Elle n'a pas fait. Elle m'a donné la vie. Elle m'a donné une opportunité. Elle m'a donné la possibilité de vivre, de faire quelque chose. Alors, il faut que je fasse quelque chose avec. Alors, elle a pris le choix de me donner cadeau à mes parents, parce que mes parents m'ont toujours dit que tu étais un cadeau. Alors moi, je me sentais comme un cadeau. Alors j'ai jamais eu la même expérience que Pauline dans ce monde-là. En 2015, c'est ma petite famille.
Ouais, c'est pas complète cette petite famille parce qu'on est 6. Mais si on est beaucoup, c'est très difficile de faire des photos avec 6. Alors, on est 6. Nous sommes 6. Et en 2015, jusqu'au moment-là, j'avais déjà pris la décision de venir un peu plus en France. On a pris tout et en 2011, je suis déménagé avec mes enfants et mon épouse, V, dans le sud. Vivre le rêve d'un Flamand, d'aller vivre au soleil. Et voilà, on a acheté quelque chose là et ouais, ça a bien démarré là. Mais en 2015, par hasard, je lis un article sur le gouvernement de Flandre, que le gouvernement de Flandre veut s'excuser pour les adoptions entre les années 50 et 80, des adoptions qui sont forcées. Mais je dis, comment forcées? J'étais toujours convaincu qu'elle a pris la décision elle-même et que c'était une décision qu'elle a prise en toute conscience. J'ai commencé à lire cet article. Moi, c'est la première fois dans ma vie que j'étais malheureux à cause de ma adoption. Pas pour moi, mais peut-être il y a quelqu'un maintenant qui à ce moment-là, je dois compter très vite, mais c'est 45 ans, 46 ans, il y a peut-être quelqu'un qui me cherche. Il y a peut-être quelqu'un qui est malheureuse à cause de moi. Et chaque anniversaire plus tard, j'étais malheureux à cause de ça. C'était plus la même chose. C'était plus la même chose qu'avant. Avant, moi j'étais content, maintenant j'étais plus content. J'étais plus content parce qu'il y avait quelqu'un, l'inconnu. L'inconnu, s'il y a, il faut s'imaginer qu'il y a peut-être quelqu'un qui te cherche. On ne sait pas. Alors j'ai commencé à chercher un petit peu, de faire des petits pas. Comme j'étais aussi occupé avec ma société, avec les entreprises, je ne voulais pas prendre trop de temps et j'étais quand même heureux. Pauline m'appelle entre 17h et 20h. C'est la première fois. Pendant le déjeuner, mes filles ont toujours eu la chance que V les récupérer pour venir manger à la maison. Le déjeuner, on était ensemble. Et je raconte cette histoire. Parce que c'est Noah qui était inspirée par le test ADN. Comme elle est aussi inspirée de devenir médecin, elle est déjà à ce moment-là inspirée par tout ce qui était biologie, et tout ce qui est scientifique. C'est quelque chose qu'on a en commun. Moi aussi, je suis physio. D'éducation et de formation. Et alors, je commence par dire, ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une dame, je reviens à cette coup de fil d'une dame qui a premièrement demandé à toi, Noah, et a demandé qu'est-ce que tu fais, et après j'ai dit, maintenant, il me semble que j'ai une sœur, ou une demi-sœur. J'étais très ému, j'étais plus seul. Parce que mon frère, c'est quelque chose qui m'a touché très fort, c'est que mon frère avec lequel je suis très close, c'est mon frère, il est comme ça, mais c'est mon frère. Il ne me ressemble pas, mais c'est mon frère. Et d'un coup, tu as quelqu'un où tu as le même sang, il y a le même ADN, il y a la même circulation dedans, il y a quelqu'un qui partage quelque chose biologiquement avec toi. Ça te donne une impression, ça donne une émotion qui, je ne peux pas la décrire, mais c'est spécial. Et j'étais presque aux larmes, je ne vais pas souvent aux larmes, mais j'étais presque aux larmes en disant à mes filles, j'ai une sœur. Et ce soir, elle va m'appeler. Alors j'ai attendu, j'ai plus travaillé cet après-midi. Ça, c'est l'avantage d'être son propre patron. Il ne faut pas travailler si on ne veut pas. Alors j'ai plus travaillé et j'ai attendu. Je suis préparé au coup de fil de Pauline. Mes filles étaient à mes côtés et j'ai appelé Nick. J'avais mis les haut-parleurs et je leur avais demandé de filmer la conversation parce que je voulais absolument pas oublier ce grand moment. Nous avons confronté nos dossiers, parce qu'il avait un dossier qui tenait quand même en quelques pages, moi en quelques lignes, et notre mère était bien la même.
j'avoue que j'aurais préféré que ce soit une erreur. Parce que j'avais beaucoup de mal à encaisser le fait qu'elle ait abandonné 2 enfants. Mais à 20h04, j'ai raccroché et j'ai dit à mes filles, même si on ne la retrouve pas, je ne suis plus seule. J'ai demandé à Nick de faire un test. Alors j'ai dû faire le test, obligé. Ah. Toute ma vie, je n'ai pas y pensé de faire un test. Je suis un peu un anarchiste, alors j'aime pas trop que... Ok, je fais ce test, je donne mon ADN au monde, et on se connecte, et voilà. Le match est là, on est maintenant, je pense après 3 semaines, 4 semaines, officiellement, on pouvait dire, maintenant, nous sommes sœurs et frères. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le but de Pauline, est, je veux dire, elle a une énergie, une conviction très grande de trouver. Il faut qu'on trouve. J'ai vu que j'ai d'autres choses à faire. Pour moi, ce n'est pas trop nécessaire. C'est bon que si ça arrive, mais il faut qu'on cherche. Elle ne m'a pas vraiment donné l'option. Si, je rajoute quelque chose. Je lui ai demandé s'il voulait chercher. Il m'a dit non. Je lui ai dit, et si je trouve, donc je ne te dis pas. Il m'a dit si. Je dis donc, tu es juste un flemmard. Voilà. Là, on remarque déjà la communication d'une femme pour te manipuler. Elle m'a manipulé de chercher. Alors mais j'étais quand même heureuse. J'étais heureuse de chercher avec ma sœur et de plus chercher tout seul. Et j'étais aussi heureux qu'elle allait faire le travail. Bon, alors il y avait vraiment des côtés bénéfices pour les deux. Alors on a commencé à vraiment, ligne par ligne, de scalper, de filer mon dossier. Parce que j'avais un dossier un peu plus épais, un peu plus large, avec un oncle, des sœurs, des frères, des maladies, un frère décédé de notre mère biologique. Alors il y avait des petits détails qui nous ont aidés à donner une certaine direction, des directions où on devait chercher. Non, c'était pour moi naturel de partager cette information avec mes parents. Alors, un de mes visites en Belgique avec mes parents, qui avaient à ce moment-là, 84. Alors j'ai partagé cette information. J'ai une sœur, ma mère elle était très heureuse pour moi. Mon père, il n'a jamais montré des émotions pour ça. C'était pratique, mais ce n'était pas nécessaire. Alors, on a parlé un petit peu. Et pendant cette conversation, j'ai commencé à sentir que ma mère n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise avec une certaine information qu'elle ne voulait pas partager avec moi à ce moment-là. Et j'ai senti que je ne devais pas la pousser, parce que ça peut être une ligne de coupure. Si je pousse, si j'ai la force, il faut me dire, parce que Pauline est derrière moi, il faut me le dire. Ouais. Ma mère ne connaît pas encore Pauline. Alors, il faut me le dire. J'ai terminé la conversation là. J'ai laissé. 2 heures, 3 heures plus tard, nouveau coup de fil de ma mère. Elle me dit, Nick, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que tu dois dire quelque chose, mais je ne peux pas te forcer. Oui, je danse sur 2 pieds. Oui, non. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je ne vais pas le dire? Parce que j'ai quand même respect pour celui, et je remercie celui qui t'a mis à disposition, qui t'a donné cadeau à moi, et en respect. Mais je pense qu'il y a maintenant le temps que je te dis. Et j'ai vérifié avec ton père, parce que je n'étais pas sûr, avec notre âge, ça faisait déjà 45 ans,
pendant une des réunions qu'eux, ils ont eues avec tous les paparazzi à faire, une femme qui était occupée d'un de mon dossier était là et slip of the tongue, en anglais, vous ne comprenez pas. Alors, ça veut dire, on l'a dit, mais sans vouloir dire. Alors, par accident, elle a lâché un nom, très vite. Et ma mère a retenu la tonalité, le phonétique de ce nom. Elle n'était pas sûre. Elle a vérifié avec mon père. Elle me dit, tu te souviens cette réunion quand... Oui. Ouais, c'était de Peters, de Prêtre. Alors, elle dit, je suis sûr, ça doit être un de... Le nom de ta mère, c'est quelque chose phonétique de... Et le prénom, c'est Annie. Ça, je savais déjà. Et mince, j'ai une information. Je vais appeler police. Alors, c'était vraiment cette petite aiguille qu'on cherchait. Parce que si elle n'avait pas retenu ce nom ou cette phonétique, on était vraiment perdu parce qu'on ne pouvait pas chercher quelque part. C'est dans quelle direction qu'on cherche. Maintenant, on a un nom. Malheureusement, ce n'était pas de Pote. De Pote, il y a une famille en Flandre. C'est la nôtre. Il y en a 100. Ouais, 100 000. C'est un nom, c'est comme Janssen, il n'y a que des Janssens en Flandre. Alors, malheureusement, j'ai appelé, ce nom, c'était un nom très connu en Flandre, ou beaucoup utilisé. Alors j'ai appelé Pauline, dit, j'ai un nom, ça doit être... Alors là, j'ai laissé les chevaux de Pauline de se mettre en galop. Et je pouvais regarder des côtés. Et Effectivement, il était 23h quand Nick m'a appelé. Et il me dit, j'ai un nom et j'ai un prénom. Le prénom étant le même, j'en ai déduit que le nom devait être le bon, puisque moi j'avais eu au Knoop le prénom de Annie. Donc là, c'était absolument incroyable. J'avais ma grande fille dans la pièce d'à côté. J'ai couru dans sa chambre, je dis, c'est bon, on a trouvé. J'étais persuadée, moi, qu'il n'avait pas eu de nom pendant 20 ans, qu'avec un nom, un prénom, demain matin, j'avais trouvé. C'était sûr. C'était incroyable comme joie, incroyable. Enfin, un nom, un prénom. C'était humain, c'était quelque chose, on allait trouver, on était tout près du but. J'ai vraiment cru que demain matin, c'était bon, j'allais savoir qui c'était. Et j'ai mis 9 mois. Parce que comme on n'avait pas de date de naissance et un nom aussi commun, et un prénom aussi commun, et une orthographe tout à fait approximative, mais tout compte fait, c'est extrêmement difficile. Alors avec Nick, on a continué à échanger, puis la vie a repris son cours et j'ai continué à chercher. Mais je n'avais pas plus de pistes que ça, donc j'avais été dit que si je trouvais, ce serait un coup de bol. Et qu'il ne fallait pas louper ce coup de bol. Alors j'avais pris le parti de tous les jours, matin, midi, soir, je googlisais son nom, dans toutes les orthographes possibles. Même Annie avec un N, un Y, un I, enfin tout. Matin, midi, soir, je faisais ça, c'était comme un robot, tout le temps. Et je mettais Google Web et Google Images, et je regardais. Voilà, puis je passais à autre chose, et je faisais ça. Et effectivement, le 27 février 2021, je suis tombée sur un faire-part. Je suis sûre, je n'avais jamais vu ce faire-part, jamais. Google, en fait, ne donne pas toujours les mêmes informations suivant je ne sais quel algorithme. Je suis tombée sur un faire-part de décès. J'en ai déduit que Annie, dont le nom était écrit à côté, Annie, venait de perdre son beau-père. Au niveau âge, le beau-père avait son âge, sur décès survenu à tel âge, date de naissance, j'ai calculé vite fait, ça pouvait coller. Je savais juste qu'en 70, elle avait 20 ans. Est-ce qu'elle était née en 49, en 50, ça dépend de sa date de naissance en fait. Est-ce qu'elle avait menti sur son âge? Bon, en gros, ça devait être quand même ça. Et Nick avait à peu près les mêmes informations. Donc cette fois, parce que son nom à elle, je l'avais mis 20 000 fois sur des sites de généalogie, cette fois j'ai mis le nom de son compagnon. Et là, je suis tombée sur leur couple. Alors comment la fiche inverse, je n'ai jamais trouvé, ça je ne sais toujours pas. Il n'empêche que là, j'ai trouvé son compagnon et elle, et 3 enfants. Alors, j'ai commencé par le commencement, j'ai googlisé le nom du premier, qui avait donc le nom de son papa, pas le nom de la dame. Et là, je suis tombée sur une photo d'un médecin
pas loin d'ici. Et j'ai été extrêmement choquée par sa stature. Il me faisait penser à Nick. Alors j'ai couru voir mes filles, j'ai dit ça y est, j'ai une piste, enfin la millième, encore. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Nick? Elles m'ont dit pas du tout. Moi je trouvais quand même sa stature, et puis le médecin, et puis l'âge, et puis je sais pas. En tout cas j'avais envie d'y croire, et puis c'est tout. Donc il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la clinique dans laquelle il travaillait et un formulaire de contact de la clinique pour lui envoyer un message à lui. Donc je lui ai écrit. J'ai gonflé un peu, cher confrère, machin, tout ça, pour qu'il se fasse savoir, et j'ai raconté évidemment un gros bobard. Cher confrère, je vois que votre maman s'appelle Trucmuche, et justement je cherche une Annie parce que ma maman vient de mourir, et c'était sa grande amie d'études. Elles ont fait leurs études d'infirmière ensemble en 70 en Belgique. Ma maman vient de mourir, elle m'a fait promettre de retrouver sa grande amie. Et j'envoie. Le formulaire de contact me demandait ma date de naissance. Donc j'en ai mis une fausse, en me disant, s'il connaît l'histoire, voilà, je ne vais pas me faire avoir maintenant, ça serait trop bête. Et j'envoie. Et donc, j'attends, comme d'habitude. Et le 2 mars, tard, je reçois un mail. Chère Pauline, je peux vous rassurer, vous avez trouvé l'ami de votre maman. Mon fils m'a téléphoné avant midi et j'étais très émotionnée. J'ai essayé de me rappeler les noms de la classe, je m'en souviens, mais je suis curieuse de savoir qui est votre maman. Je serais très contente de vous recevoir. Et c'est signé Annie. Là, ça y est, c'était fait. C'était absolument magique. Non seulement elle était en vie, puisque bien sûr, j'en étais pas sûre du tout, elle était assez en forme pour écrire un mail. J'avais son mail perso, le mail de son fils, elle était foutue. Je l'avais, c'était sûr. En 10 minutes, avec Google Maps, avec tout ça, j'avais la photo de sa maison, la photo de ses enfants, de son mari, je savais où ils travaillaient tous les deux, je savais tout. J'essayais d'appeler Nick, bien sûr, mais il n'a pas répondu. Et donc je l'ai appelé le lendemain. Tu te souviens? Je me souviens. Alors, je l'ai trouvé. Des frisons partout. Tu l'as trouvé. J'ai exactement commencé aussi à trouver, à chercher sur Google. Et en 2 minutes, avec le bon nom, avec la bonne appellation, j'ai trouvé une photo. Photo de notre mère en train de présenter pour une association. Une association, médecin, voilà, il y a quelque chose, une ligne magique qui est en train de se jouer là. Et c'est une association où ma nièce travaille avec un professeur en Belgique que je connaissais bien, dans un secteur très spécifique. Alors je dis, mais c'est trop proche. C'est trop proche. Alors, il fallait la contacter. Pauline a envoyé un deuxième mail pour lui dire que... C'était difficile de savoir comment lui répondre. On a essayé plusieurs mails avec mes filles, puis pour finir, on s'est dit on va faire juste sujet leur complément. Et donc je lui ai dit un grand merci pour votre réponse rapide. En réalité, ce n'est pas ma mère qui vous cherche. Je suis née le 12 mars 70 à Cambrai. Je vous cherche depuis si longtemps. Il fallait attendre qu'elle réponde. Et là, elle a mis 4 jours, 4 longs jours, une éternité pour moi. Nick essayait de me faire patienter. Mais c'était vraiment une attente très difficile. Et elle a fini par répondre qu'elle était très émue, qu'elle était prête à répondre à mes questions, mais qu'elle avait besoin de temps. Et ça m'allait très bien. Ça, c'est vraiment la réponse que j'attendais à ce moment de l'histoire. Elle était d'accord, elle avait besoin de temps, normal. Voilà. Donc là, tout allait bien. Et puis, avec Nick, on s'est demandé comment faire pour la suite. Donc j'ai contacté ma nièce, comme elle pouvait dans l'association, aller dans la structure et de la contacter indirectement.
On a discuté un petit peu, est-ce que vous voulez m'aider dans le cas que la ligne d'information, la ligne de contact se brisait ou s'interrompait. Alors, on a envoyé un deuxième mail. Ça, c'est la décision. On va envoyer un deuxième mail en disant « T'es pas seul. Ton fils est aussi là. Tu te souviens ?» Alors, on a envoyé ce mail en flamand pour dire que voilà, ce n'est pas que Pauline qui la cherchait, mais il y a aussi son demi-frère, flamand, qui est aussi à la recherche. Et là, elle a répondu très vite. Je pense qu'elle a senti, maintenant je suis piégé, il faut que je réagisse, parce qu'autrement ils vont devenir plus proches, et si Pauline arrive devant ma porte, je ne vais pas être capable de pousser la porte, ou de refermer la porte. Alors elle a directement réagi, qu'elle voulait nous rencontrer. Mais c'était dans le temps de Covid, alors c'était pas très simple, quand, où se rencontrer. Alors j'ai trouvé un bâtiment coworking, co-office, quelque chose de très discret, où je pouvais organiser un meeting avec elle. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé ce rendez-vous, elle était d'accord de venir nous voir. Le 11 mars 2021, encore la veille de mon anniversaire, décidément. On avait pensé que ce serait après nos anniversaires, puisque Nick est né le 16 mars. Mais non, elle ne tenait plus, elle nous a écrit « Il faut que je vous voie vite, je n'arrive plus à dormir. Je dois vous voir très vite. » Donc arrive ce fameux jeudi 11 mars. Alors c'est à Courtrai qu'on a mis le rendez-vous, pas trop loin pour elle. Pour moi, intéressant d'Anvers, pour Pauline, intéressant de venir d'ici jusqu'à Courtrai. Tous les deux très nerveux, parce que c'était là le moment que Pauline a cherché pour prendre des 40 ans, moi pendant 5-6 ans, que j'étais vraiment intéressé de savoir. On s'est mis dans cette petite salle, pas d'émotion, plutôt en réunion de société. C'était pas un resto ou quelque chose de très sympa, c'est vraiment très strict. Et est entrée une femme un peu avec les épaules avant, avec un pas très long. Et c'était vraiment pour moi une femme qui était touchée quelque part, où elle était très mal à l'aise. On s'est mis, le premier contact était très froide, mais très froide. On peut rencontrer des gens qu'on dit ça va pas bien, il n'y a pas de contact, on s'est mis autour de table et ça a pris quelques moments avant qu'elle commençait à parler un petit peu. Et la première chose qu'elle a fait, c'est s'excuser. S'excuser. Alors là, j'étais, pourquoi tu t'excuses? On a commencé à s'excuser, de parler. Et comme j'avais l'émotion ou l'idée qu'elle était forcée de faire l'abandon, c'était la réalité. Elle était un des cas en Flandre qui était forcé, pas par loi, mais par voie sociale, famille, les médecins, le docteur, le psychologue, ses parents l'ont forcé de nous abandonner. Ça m'a touché. Ça m'a touché que mais elle m'a dit, maintenant je suis heureux. Alors pour moi, c'était pour les infos que je voulais avoir. Pour moi, ma conquête c'était terminée. J'étais sûr, pour moi, je pourrais continuer ma vie. Ma vie ne sera jamais le même avant ou après cette réunion. Le monde tourne au même rythme, mais au même, les prochains anniversaires, j'étais sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un
en train de me chercher. Moi, j'avais toujours cru qu'elle serait contente de nous voir, de me voir. J'avais même imaginé qu'elle espérait en secret qu'on la cherche. Entendre le contraire a été compliqué. En fait, elle ne nous a pas cherchés. Et quand elle est arrivée, quand Nick dit que ça a été froid, la première phrase, en tout cas moi, qu'elle m'a adressée en français, c'était « Quand j'ai reçu ton mail, j'ai été furieuse que tu m'aies trouvé. On m'avait promis que tu ne t'ouvrais pas, on m'a fait promettre de ne jamais te chercher. » J'ai trouvé que les faiseurs de secrets étaient quand même incroyables. En tout cas, elle nous a dit assez vite qu'elle ne voulait plus nous voir. Mais elle m'a raconté mon histoire. C'est pour ça que j'allais là-bas, c'est pour qu'elle me raconte mon histoire. Elle a aimé mon père, elle aurait voulu me garder, et c'est ce que la petite fille que j'étais espérait un jour entendre. C'était exactement ça. Même si je lui reconnais le courage de nous avoir rencontrés ou vus, revus, tous les deux, j'avoue que j'ai été contente, je ne sais pas si c'est le mot, mais on va dire contente de l'avoir beaucoup pleuré pendant ces 3 heures d'entretien. J'ai été contente de savoir, puisqu'elle l'a dit, qu'elle avait beaucoup souffert, elle aussi. J'ai trouvé que ce n'était que justice. Elle a mis le temps, mais elle a fini par me donner le nom de mon père. Son prénom, c'est Idriss, effectivement algérien, et pas du tout étudiant en médecine. Mais lui, en fait, j'ai arrêté de le chercher. J'ai commencé tout de suite, mais j'ai vite arrêté, très très vite. Parce qu'elle m'a dit, et je la crois, qu'elle n'était pas au courant de ma conception. Alors en fait, ça change tout. Lui, il ne m'a pas abandonnée. C'est différent. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie, et puis j'en ai marre. Je n'ai plus le courage. Et puis, c'est vrai qu'en vérité, j'aurais adoré avoir une photo, parce qu'il paraît que je lui ressemble beaucoup. Et les mecs de Batna disent que mon fils lui ressemble beaucoup. Bon. C'est vrai que j'étais très déçue de retrouver aucune ressemblance entre ma mère biologique et moi, alors que petite fille, je me disais, un jour, je la croiserai dans la rue, je la reconnaîtrai. Ça m'a toujours beaucoup portée, et heureusement, j'ai mes filles à moi. Donc retrouver notre mère, ça a été pour moi comme poser un énorme poids. J'ai l'impression qu'on me coupait un boulet et que je pouvais marcher plus légère. C'est vraiment cette impression d'avoir enlevé un scaphandre, d'avoir enlevé une carapace terrible. C'était un fardeau, vraiment un fardeau. Je me suis rendu compte que celle que je cherchais, c'était aussi moi. Oui, j'avais toujours dit que c'était une quête d'identité. Et c'était vrai. C'est plus moi que j'ai trouvé que elle, puisque de toute façon, je ne la reverrai jamais. Parce que je n'ai qu'une seule maman, je n'ai qu'une seule famille, et ça n'a jamais changé. Je m'étais beaucoup demandé ce que je ferais de mes journées quand j'aurais trouvé. Parce que ça a été quand même au centre de ma vie. Et ben, je vous rassure, hein, j'ai été rassurée aussi. En fait, ma vie, c'est moi qui l'ai construite. Je n'ai pas eu besoin d'elle. J'ai construit ma vie sans elle. Je n'ai pas eu besoin d'elle pour construire ma vie. Elle est pleine, entière. Quand je suis rentrée chez moi en voiture, après l'entretien, je me suis dit que j'ai regardé ma maison, j'avais ma fille qui était derrière la fenêtre. Je me suis dit, j'ai la même famille, j'ai la même maison, j'ai le même boulot, j'ai la même vie. Rien n'a changé, et pourtant, tout a changé. Tout. Tout a changé. J'ai l'impression que ce 11 mars 2021, c'est une charnière qui grince un peu, hein, parfois, mais c'est quand même, il y a un avant et un après. Mais c'est tout de même fabuleux de pouvoir déposer ce fardeau. Alors, tout de même, je dois avouer qu'on ne sort pas indemne de toutes ces années. Enfin, moi, personnellement, je ne sors pas indemne de toutes ces années. Et je trouve que ces années de recherche, c'est quand même toute cette souffrance, c'est cher payé. Je ne comprends pas pourquoi on nous a fait souffrir aussi longtemps. Je ne comprends pas. Il fallait nous donner notre dossier à 18 ans et puis basta, quoi. C'est vraiment toutes ces fausses joies, ces humiliations, ces portes que je me suis pris plein fouet, ça m'a forgé, ça m'a façonné, c'est sûr. C'est fini, oui, mais à quel prix? Mais vraiment, à quel prix? Ça m'a beaucoup abîmé. J'ai l'impression d'avoir un X gravé au fer rouge. Je sais que ça va cicatriser, je le sais. Mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes jours, je combattrai ce X et cet anonymat. Et je ne désespère pas que cette France, que j'aime bien quand même, que j'aime beaucoup, mais j'espère qu'un jour cette France supprimera cette loi que je trouve absolument injuste et maltraitante. Pour moi,
cette conquête, cette quest est terminée aussi avec la même idée. Je dois plus souffrir, je dois plus chercher, je suis sûr. Mais j'étais déjà content. Ça, c'est la différence. J'ai jamais eu cette sensation d'être malheureux à cause d'une adoption. Et peut-être, pour moi, que j'ai retenu de notre histoire, ou de notre histoire en commun, mais quand même différent, comme on l'a vécu, c'est que dès le début, j'avais une certaine identité qui me plaisait. Dès le début, mes parents m'ont donné un certain dossier où je pouvais ou pourrais être fier dessus. Ils ont toujours le raconté comme quelque chose de positif. Et je n'ai jamais posé de questions de plus. Parce que c'était sa décision dans ma tête, c'était sa décision. C'était bon pour moi, c'était bon pour elle, c'était bon pour mes parents. J'avais mes missions à accomplir ici. Voilà. C'est justement au moment que j'ai aperçu ou que j'ai appris que c'était peut-être forcé que ça a tourné. Voilà, pour moi, si X n'a pas encore changé, si la loi n'a pas encore changé, les parents, inventer un dossier qui peut plaire à tes enfants. Parce qu'on a besoin d'une identité qui te renforce, qui te supporte, et c'est mieux peut-être c'est pas la réalité, mais c'est mieux de penser qu'on devient d'un monde une famille qu'on peut être fier dessus, que de peut-être avoir ce point d'interrogation, d'où est-ce que je viens? Est-ce que je viens d'un petit accident? Est-ce que je viens d'une violence? Est-ce que je viens d'où est-ce que je viens? Alors on a besoin de cette identité. Et si on ne connaît pas, c'est mieux d'inventer une et de créer une image de soi qu'on aime bien, qu'on doit tout le monde faire tous les jours, quand même. Voilà. Pour moi, tout a changé, je suis apaisé, je suis content pour elle, je suis content pour Pauline d'avoir maintenant une sœur en plus. Et ça, c'est l'histoire. Merci. Alors, je voulais d'abord vous remercier vraiment infiniment parce que votre exposé, c'est un témoignage extrêmement poignant et révélateur. Vous exposez une situation personnelle comme personne n'en rencontre, comme personne n'ose aller jusqu'à cette intimité. Vous avez eu ce courage, cette volonté, cette détermination, et pour ça, il faut vraiment vous dire un grand merci. Alors ceci est révélateur d'une situation qui est actuellement posée, c'est le besoin de l'accès aux origines. Votre problème, c'est celui de l'accès aux origines, et vous démontrez qu'il y ait des cas où ce besoin est irrésistible. Et vous êtes allé jusqu'au bout de l'impossible pour arriver finalement au résultat que vous souhaitiez, c'est-à-dire connaître la réalité de vos ascendants finalement. Mais cette détermination que vous avez n'est pas partagée par tout le monde. Parce que moi, dans mon métier où j'ai participé à la naissance d'un certain nombre de personnes, je peux vous dire qu'il y a des situations qui ne sont pas du tout ressemblantes à la vôtre. Je connais personnellement des enfants qui ne voulaient absolument pas connaître leurs origines parce qu'ils voulaient vivre pleinement la vie de leurs parents adoptifs. Et c'était pour eux quelque chose d'impensable d'aller chercher. J'ai d'autres exemples, plus personnels que ça, où un enfant adopté, et c'est là un problème qui mériterait d'être discuté, c'est l'âge auquel on accède à la connaissance de son adoption. Cet enfant a été adopté, et il a connu son adoption à 10 ans, et il ne l'a jamais bien vécu. Il est allé jusqu'au bout du bout, comme vous, pour la recherche de maternité. Il a trouvé le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance de sa mère, et il est allé jusqu'à la porte de son appartement. Il a refusé d'y entrer, et je ne dirai pas le nom qu'il a attribué à sa mère. Donc vous voyez, ces situations-là sont extrêmement différentes, mais pour moi, il y a un mot que je voudrais dire, c'est que quelle que soit la décision qui est prise, qui est souhaitée, pour moi, il n'y a qu'un seul mot qui compte, c'est le respect.
Il faut absolument respecter la décision des gens et ne pas émettre un jugement. On peut être tout à fait admiratif de ce que vous avez fait, mais on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aboutir à ça, puisque vous avez vécu une vie personnelle extrêmement florissante. Donc vous voyez, je pense que pour moi, le mot de respect, c'est le mot essentiel dans votre présentation, qui est magnifique et dont je vous remercie vraiment d'avoir eu pas le courage, mais la volonté de l'exposer devant tout le monde. Merci. Je voudrais dire qu'on est tous d'accord, il n'est pas question d'imposer à qui que ce soit d'avoir le nom et le prénom de sa génitrice ou de sa mère abandonnante. Moi, ce que je prône, le respect, pourquoi pas, mais je prône le choix. Qu'on nous donne le choix. Ceux qui ne veulent pas chercher, ils ne cherchent pas. Ceux qui veulent chercher, on leur donne leur dossier. Ça dérange qui? On protège qui, au final? Je connais bien, je suis obstétricienne, je connais bien le sujet. Qu'on nous laisse le choix. La loi qu'on a réussi à passer pour les donneurs de gamètes, les enfants savent qu'à leurs 18 ans, s'ils le désirent, ils peuvent aller faire une demande à un truc qui ressemble au CNAOP, là, à voir si ça marche, mais où là, il y a des psychologues, où il y a une cellule, où il y a des gens qui vont évaluer la demande. C'est sérieux. Effectivement, il faut que la demande soit respectueuse, il faut que la demande soit bien encadrée, sereine, mature. Peut-être qu'à 18 ans, l'enfant ne sera pas assez mature, peut-être que les psychologues diront on va attendre 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi, je n'ai jamais trouvé de bonne raison au fait d'interdire à quelqu'un l'accès aux données qui ne concernent que lui. La femme qui a abandonné son enfant, elle n'a pas accouché d'un chiot. Elle a quelques années pour se refaire une santé. Et nous, on a quelques années pour savoir si on a envie ou pas. Ceux qui n'ont pas envie de connaître leurs origines, mais c'est très bien pour eux, c'est parfait, mais vraiment, chacun son choix de vie. Et pourquoi il est interdit? Je vous rappelle que l'accouchement sous X, c'est 3 pays au monde. Hein, au monde. Pourquoi elles viennent accoucher en France, les Belges? C'est parce qu'il n'y a pas d'accouchement sous X chez elles. À 18 ans, il y a ouverture de dossier éventuel. Donc elles viennent, il y a eu un trafic d'enfants absolument épouvantable entre la Belgique et la clinique Villette à Malo, où les filles elles venaient accoucher la nuit. Enfin, les associations portaient les filles là, elles signaient des papiers en français qu'elles ne comprenaient pas, elles repartaient, les enfants étaient adoptés comme Nick, c'est la filière de Nick. Dans les autres pays, l'accouchement sous X, c'est la France, le Luxembourg, l'Italie et sous quelques enfin, des petites nuances en Espagne. Mais c'est tout. Dans tous les autres pays du monde, si l'enfant le désire, à 18 ans, il a, sous certaines conditions, avec un accompagnement, il a l'accès aux données qui sont dans le dossier. Voilà, donc moi je prône le choix. Ça dérange qui? Je le comprends, c'est tout à fait joli. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais, dans mon cas, j'ai toujours vécu ce que vous venez de dire. Pour moi, j'étais un cadeau. Et elle m'a confié parce qu'elle n'était pas capable, c'était la meilleure décision pour elle. Et moi, j'étais accueilli par des parents, par un couple qui voulait avoir déjà des enfants pendant 11 ans. Alors, eux, ils ont eu cette période d'espoir pour avoir des enfants. Et certainement, ils ont décidé au lac de Lugano, en Italie, on va adopter des enfants. Et premièrement, c'est mon frère qui est arrivé, qui est né en Belgique, qui a tous ces données. Et moi, j'ai toujours vécu cette idée, je suis un cadeau, c'est bon. Et j'ai jamais, comme vous me venez de dire, j'ai jamais eu cette volonté ou cette besoin ou quelque chose à l'intérieur. Il faut chercher, il faut. Non, parce que j'étais bien. J'étais bien. Jusqu'au moment que ce monsieur, le ministre, prend le microphone et dit « Ouais, on va s'excuser. » S'excuser pourquoi? Et c'est dans le temps, ouais, les contraceptifs, non? Contraception. Contraception était en train de développer à Janssens en Flandre. C'était pas encore fait. Alors voilà, c'est dans le temps, c'était un peu plus qu'aujourd'hui. Alors,
je l'ai vécu tout à fait différemment que Pauline. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être ce que je disais, que j'avais une image de moi qui était positive. Moi, je tiens à dire que mes parents étaient des parents merveilleux, ils ne nous ont jamais menti. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais chercher, donc c'était en 2002, j'étais j'ai reculé le moment 20 fois parce que j'avais peur. J'avais peur de leur dire, j'avais peur de les blesser, alors que moi, il n'y avait pas de souci, c'était mes parents, je n'ai qu'un papa et une maman, et j'avais peur de les blesser. Et je me souviens très bien au moment où j'ai commencé à dire, voilà, je voulais vous dire que je vais commencer à chercher. Je n'ai pas encore commencé, je voulais vous le dire avant. Et je revois encore la fourchette de papa, il n'a pas du tout bougé, il a continué sa bouchée, il m'a dit « Ah, il était temps, moi à ta place, je l'aurais cherché depuis bien longtemps. » Donc je vous rassure, chez moi, j'ai été merveilleusement heureuse avec des parents qui n'avaient pas peur. Confier, abandonner, c'est des mots. Mais nous, vous savez, les mots, on a une petite feuille qui résume notre origine, 3 mots qui sont faux. Les mots sont importants pour nous, très importants. Notre mère biologique nous a dit que le psychologue lui avait même dit « Vous allez confier votre enfant, il sera heureux, et vous allez surtout rendre heureux des parents. » Je dis « Ouais, ça va, moi je suis désolée, je ne suis pas un cadeau. Enfin, je pense que je ne suis pas un cadeau. Mais non, je ne suis pas un cadeau. Elle n'a pas pu faire autrement. Elle n'est pas une psychopathe, donc elle ne nous a pas trucidés, parce que ce n'est pas les mêmes femmes, hein, d'accord, du tout. La famille s'est chargée de faire au mieux pour nous. À ce moment-là, 1970, il faut se remettre dans le contexte, hein, attention. Aujourd'hui, les accouchements en 70, il y a eu 10 000 accouchements sous X. 10 000. Aujourd'hui, il y en a quoi, 300-400, le reste, c'est des IVG, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas que des cadeaux, hein, d'accord. Donc, oui, confier. Moi, quand j'ai dit à maman que j'allais rencontrer ma mère de naissance, elle était très contente, très contente. Et je lui ai dit, en plus, j'y vais avec mon demi-frère. Voilà, c'est un petit peu compliqué à l'expliquer, mais donc j'ai dû répéter 3 fois. Je me souviens, je lui ai dit, mais si, lui, il a été abandonné comme moi. Et maman l'a fait. Je dis, si, il a été abandonné comme moi. Dis-toi, tu n'as pas été abandonné, tu as été confié. Je dis, ok, d'accord. Bon, ça déculpabilise, mais enfin, le mot, je suis désolée. Moi, j'ai un X sur mon dossier. On me confie, on me donne un nom, alors. On me laisse quelque chose, on me laisse une lettre, on me laisse un truc. Un X, un dossier vide, des mensonges dans le dossier, 3 semaines où je ne sais pas où j'étais. Non. On me confie, on me laisse des trucs, mais sympa, un minimum. Une autre question ici. D'abord, je vous remercie infiniment pour votre témoignage, parce que c'est très personnel et en même temps c'est très intéressant puisque ça permet l'intime permet toujours d'avoir une sensation sur notre propre vie, donc c'est toujours, à mon avis, sens d'enseignement. Et pour aller dans votre sens, j'ai la sensation que la question de l'adoption, la quête de ses origines aujourd'hui est un sujet assez central et dans le monde, pas qu'en France, et que peut-être cette exposition qu'on a plus facilement de notre intimité, de notre histoire, permet de poser des questions et donc de faire avancer notamment les situations juridiques, où je sais que notamment l'accouchement sous X aujourd'hui se fait, on va dire, qu'on incite les mères à donner beaucoup plus d'éléments à écrire une lettre. On accompagne beaucoup mieux et c'est tant mieux. Tout à fait. Et quant à la quête de ses origines, pour reparler de respect. Moi je vous rejoins sur la question du choix, que l'on est libre de demander ou non. En revanche, la quête d'un individu, on le sait dans tous les textes, tous les retours qu'on a sur l'adoption aujourd'hui, qu'elles soient en France ou internationales, des associations comme la Voix des adoptés qui parlent énormément de ça aujourd'hui, c'est que c'est très important de savoir d'où l'on vient et que cette quête est légitime. Donc je crois que c'est un mouvement social assez général, peut-être plus en Europe ou aux États-Unis, mais qui vient dans le monde, qui est une quête de son origine qui est légitime pour se construire, qu'elle soit imaginaire ou pas. En tout cas, moi je trouve que c'est un mouvement social qui va vers là, ce que vous prenez. Et ce n'est pas à confondre d'une biologisation de la filiation. On m'a souvent dit, la filiation, ce n'est pas les chromosomes. Mais bien sûr. Enfin, il ne faut pas me dire ça à moi, qui ai des parents que j'adore et qui ont été merveilleux, et je n'ai que des parents. La filiation, ce n'est pas des chromosomes. Elle est ma mère de naissance, elle n'est pas ma maman. D'accord ?
Donc le fait de rechercher ses origines, c'est pas pour retrouver une filiation, mais pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que celle que j'ai cherchée, c'est moi. Alors peut-être que si j'avais eu les yeux bleus comme mes parents, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, chacun doit avoir le choix. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin, c'est tout. C'est pas grave en fait. Enfin voilà, on l'a rencontré une fois, on ne la verra plus jamais, ça va, tout va bien, on va revivre notre vie, ses enfants ont été préservés, on n'a pas pété sa famille, on n'a rien dit. Le nom qu'on vous a donné, évidemment, c'est pas le bon. Enfin, quand même, on est grand. Je pense qu'à un moment, il y a prescription. Je ne comprends pas cette interdiction à perpétuité. Je pense qu'il y a un moment où on pourrait être adulte, parler d'adulte à adulte. C'est ce que je lui ai écrit dans le 2e mail. Aujourd'hui, maintenant, on va parler d'adulte à adulte. C'est pour ça que je me dois de vous dire que celui qui traduit le mail en français, c'est celui qui est né le 16 mars, à Malo. Voilà, j'avais 50 ans, il en avait 48, je crois qu'on a fait ça bien. Je pense qu'on a fait ça bien. Elle a dit « J'étais furieuse contre toi et maintenant je suis contente d'être venue. On va pouvoir tous partir en paix. » Et c'est ça que je voulais aussi, pouvoir partir en paix, qu'elle parte en paix. Parce que, au final, l'abandon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. L'abandon n'est pas un problème. C'est l'interdiction d'accès aux origines. L'adoption n'est pas un problème. L'adoption, c'est merveilleux. L'abandon, ça a toujours existé, il y en aura toujours. Pourquoi la loi interdit-elle aux gens qui le désirent de savoir d'où ils viennent? C'est tout. Je voulais intervenir un peu sur le mot confier. Monsieur l'interlocuteur, derrière le mot confier, il y a aussi une intention d'attention. Je te confie. Il y a quelque chose derrière ce mot confier de la personne qui va utiliser ce mot. Donc aussi une inquiétude, une espérance de savoir si ça va bien se passer. Enfin, moi je le ressens comme ça sur le mot confier. Confier, confiance. Alors que sur le mot abandon, en fait, voilà quoi. Je pense qu'on est les deux, on est abandonné et confié. Non? On est abandonné et confié. Oui. Il y a un procès verbal d'abandon, c'est marqué quand même. Non, les deux, d'accord. Sur la sensibilité par rapport au mot. Par rapport aux mamans. Voilà. C'est là qu'on a le choix. Comment? C'est moins cool disant confier que abandonner. On est les deux. Ouais, Il ne faut pas avoir peur des mots. Enfin, les mots ont un sens. Se déculpabiliser de dire confier. Non. Je pense effectivement qu'on est les deux. On a d'abord été abandonnés, puis confiés en adoption. C'est une suite. On ne serait pas confié en adoption, ça n'est pas été abandonné, non? Là, on ne se met pas d'accord. Moi, je ne suis pas abandonné. Je suis toujours confié. C'est juste au moment que j'ai aperçu que ce n'était pas peut-être le cas que j'étais bouleversé. Avant, j'étais bien. Très bien. Jusqu'au moment Il ne fallait pas que ta fille elle fasse un test. Peut-être c'est quand même abandonné. Mais toute ma vie, j'ai toujours créé cette image. Là, je pense que c'est l'importance d'avoir une bonne image de soi. Mais si on est confié ou pas confié, abandonné ou pas abandonné, si on est l'enfant de parents heureux, si on n'a pas une bonne image de soi, ça n'aidera pas. En fait, le terme d'abandon n'est pas bon. En fait, pour les parents qui adoptent, c'est un don qu'ils font pour l'enfant adopté. C'est un don, c'est pas un abandon de l'enfant, c'est un don. On lui rapporte quelque chose, les parents rapportent quelque chose à l'enfant adopté. Monsieur Crépin, vous êtes quand même bien placé pour savoir comment se passent quelquefois les accouchements sous X. Ouais. Ouais. Mais les gens qui adoptent, c'est un don pour l'enfant. Nous, on a beaucoup de chance. Nous, on a ces deux parcours. Il ne faut pas oublier que les parents, ils souffrent de leur infertilité. Nous, on souffre. Nous, on est là, il faut bien s'occuper de nous. On va faire un bout de chemin ensemble. Mais je trouve qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, j'ai un X. Vous croyez que c'est drôle, un X comme ça, sur un acte de naissance? Ils avaient qu'à me mettre un... moi, ça me choque. Je ne suis pas un X. Moi, je voulais juste réagir en tant que sœur d'adoptée. On en a déjà parlé, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'enfant, c'est un don pour les parents qui adoptent. Il ne faut pas oublier qu'ils se font, entre guillemets, plaisir aussi, ces parents-là. C'est quelque chose qu'ils attendent. C'est un cadeau aussi pour eux. Et qu'on ne peut pas toujours regarder ces parents qui adoptent comme étant que des bonnes personnes qui font quelque chose de bien. Parce que sinon, ça rend le lien aussi entre
l'enfant adopté et ses parents un peu biaisé. Il est redevable. Et je trouve que c'est important de faire attention que quelque part, ils attendaient aussi. C'est un cadeau aussi pour eux. C'est comme ça que ça se construit bien. Quand on n'est pas seulement dans cette forme de déculpabilisation et de bonheur qui doit forcément se construire dans des bonnes pensées. Et je tiens à dire aussi que pour les parents, ce chemin n'est pas forcément facile. Combien de parents ont des histoires tout de même compliquées, voire très très compliquées avec leur enfant, et ils ne s'y attendaient pas du tout, parce que l'amour est là, ils n'ont qu'un enfant, l'enfant n'a qu'un parent, et pourtant, il y a quelque chose qui coince. Ce n'est pas l'adoption, c'est la blessure. Donc, moi, je pense vraiment que l'adoption n'est pas un problème, c'est que de l'amour. Voilà, mais je suis d'accord. Et je dis, mes parents, ils ont dit, dis donc, ils ont mis du temps pour chercher. Donc, il n'y a pas de problème. C'est la blessure d'être abandonné, ça peut être une blessure pour certains, et surtout une infantilisation de cette loi qui interdit. On n'est pas comme les autres, on a un extrait d'acte de naissance, pour vous, ça suffira. C'est des choses comme ça que je contre. Je ne vois pas pourquoi, moi, j'ai un passeport biométrique avec un extrait d'acte de naissance. Je ne vois pas. C'est la loi qui me rend différente. On est au banc de la société. Hein, moi, j'ai une patiente l'autre jour qui me dit, je lui explique mon truc de passeport, là, parce que ça m'a quand même scié, et elle me dit, depuis qu'il y a une X qui s'est pendue en sortant de la mairie, parce qu'on l'a cherché, on lui a dit, ah non, on ne peut pas vous donner votre passeport, on ne peut pas vous donner l'acte de naissance, et la fille a fait une gaffe en disant, mais pourquoi vous ne pouvez pas me donner mon acte intégral de naissance? Je dis, parce que vous êtes adopté. La fille, elle ne le savait pas. D'accord? Mon amie qui est décédée, là, elle a su qu'elle était adoptée le jour où elle s'est inscrite au barreau de Lille. Elle était avocate. On a été demandé son acte de naissance. Elle a dit, je ne peux pas vous le donner. Moi, ils m'ont fait le même coup, mais moi, je le savais. Donc, j'ai vu jusqu'où ils pourraient aller. J'ai été demander mon acte de naissance juste pour voir. La fille, elle m'a dit, je ne peux pas vous le donner. J'ai dit, pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que, pourquoi? Il faut aller voir le procureur. Je dis, appelez le procureur. J'ai été voir le procureur. Elle m'a dit, je ne peux pas vous le donner puisque vous êtes abandonné. Je dis, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? C'est la loi qui nous met dans une position... Voilà, d'infantilisation. Je trouve qu'on est extrêmement infantilisé. Toi, tu n'as pas le droit de savoir. La bonne sœur qui dit, dites-lui de pas le savoir. Non, mais dites-lui de pas chercher. Mais je fais ce que je veux. Non? J'en ai plein des gens qui ont dit, mais il faut mieux pas savoir. Je dis, ah bon, pour vous? Mais moi, je fais ce que je veux. Si je veux chercher, je cherche. À 50 ans, on doit justifier le fait de chercher ses origines. Mais c'est ça le problème. Moi, si je veux chercher, je cherche. Si je veux pas chercher, je cherche pas. C'est tout. La loi évoluera avec la prochaine réunion du comité d'éthique. Je compte sur vous, M. Crépin. Comment? Oui. Oui, non, mais je fais bien. Le comité d'éthique n'a qu'un avis proposé. Ouais. C'est pas décisionnel. Mais ça va évoluer, comme la GPA. Oui, il gagne en attendant, on gagne. Très très long. Mais en France, on a mis 15 ans pour la loi, on a quand même réussi. Mais... N'oubliez pas qu'on est en France et la juridiction n'est pas très rapide. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui ont quand même des avantages. Est-ce que ça passe pas? Donc... Est-ce que c'est simplement parce qu'on cherche la personne qui nous a apporté? Pourquoi le père est inexistant dans toutes ces adoptions, dans toutes les recherches? Oui, moi ceux qui sont issus d'un don de sperme, ils cherchent bien leur père, enfin leur géniteur. Moi, j'avais cette piste à Batma, tout ça, et je me suis dit, je vais me retrouver un jour, je vais avoir cherché 5 ans ou 10 ans, je vais trouver, et il va me dire, alors attends, quelle date c'était là? Parce que je ne suis pas très sûre de laquelle. C'est ça que je me suis dit. Ma mère, je suis sûre, elle peut me donner le nom de son père, de mon père. Mais trouver le père, aussi, ça m'aurait plu, si, bien sûr, mais c'est moins sûr. C'est pas une question essentielle pour l'adopter, j'ai l'impression. On cherche la mère, Je vais te dire un truc, j'ai un truc qui va plus. On est sorti d'un ventre. Mais c'est pas la même date de début de vie, c'est ça aussi. Comment? C'est pas la même date de début de vie, entre le moment où il y a la rencontre entre le spermatozoïde et puis le moment où on va sortir l'enfant de son ventre, c'est pas la même date. C'est pour ça aussi. Oui, puis on est sorti d'un ventre. Moi, petite fille, je vais peut-être trouver ça ridicule, mais je regardais beaucoup mon nombril, pas au premier degré. Je me disais, mais c'était qui au bout? C'est quand même spécial que j'ai regardé les cordons ombilicaux, les nombrils de mes enfants. C'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue. On est sorti d'un ventre, ne pas savoir duquel, c'est quand même pas tout le monde. Voilà. Donc effectivement, mais non, chercher le père, moi un jour, si je serais ravie de le rencontrer,
Mais je ne les trouve pas, c'est tout. Mais j'avais très peur. J'avais très peur qu'ils disent oui, mais j'ai eu 2 copines à ce moment-là, je ne me souviens plus laquelle c'était. Et alors là, on a perdu 5 ans, quoi. Mais si, le papa est important. Enfin, le papa. Le père biologique est important. Pour moi, c'est simple. Il ne le sait pas. Il me croit qu'il ne sait pas que je suis là. Ouais. Bon, c'est une belle histoire. C'est une histoire d'une fille infirmière qui soigne un peu trop bien son patient. Et pas n'importe quel patient, en plus. Ouais. Elle a fait un peu trop bien. Vous voyez, il y a des professionnels, il y a qui sont très bons. Alors voilà. Alors c'était toujours l'histoire que j'ai entendue. Je dis, ben, c'est pas mal ça. Voilà. Donc je n'ai pas cherché parce que lui, il se souvient peut-être pas de cette infirmière. De son infirmière, je pense que si. Peut-être oui. Mais quand même, c'est la mère qui abandonne, c'est pas le père. Oh. On ne sait pas. Bah, s'ils avaient été moi, s'il avait été au courant de ma conception, je pense que j'aurais cherché un petit peu plus. Au moment de l'accouchement, c'est la mère qui dit j'abandonne, c'est pas le père. S'il est au courant qu'il y a un enfant dans le coin, quand même, bon. Il abandonne quand même symboliquement, ou pas charnellement, mais tout de même, quand même. En général, le père, il est plus là. Ça dépend des cas, ça dépend. Moi, j'étais très amie avec Claude Sageot, qui a écrit beaucoup de bouquins sur les X. Lui, il a été abandonné. Quand il a retrouvé, il avait 65 ans, il a retrouvé ses parents d'origine. Eh bien, en fait, c'est une fratrie de 8 enfants, du même papa, de la même maman, un couple marié. Ils ont abandonné leur premier enfant qui est arrivé un peu trop tôt. Ils en ont eu 7 autres après. Ouais, mais c'est assez rare, ça. Mais, quand vous le vivez, c'est pas drôle. Hein. Mais je veux dire, moi, quand je parle en général, effectivement, la mère abandonne parce que elle est seule, elle est coincée. Le père, il y a longtemps qu'il a. Il y a de tout. Il y a de tout. Et en général, c'est comme ça. En général, oui. Mais les histoires sont spéciales. Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Dernière question, Dominique. Allez-y. Vous pensez que le don du sperme était devenu obligatoirement identifié, que l'anonymat était devenu interdit? Non, il y a un anonymat pendant 18 ans. À ses 18 ans, la personne issue d'un don peut, si elle le désire, contacter un conseil national qui a été créé. Et là, il dépose une requête. Cette requête est jugée recevable ou pas. Il faut avoir 18 ans, il faut rencontrer un psychologue. Enfin, tout ça se fait très très bien. Enfin, ça ne se fait pas encore, hein, parce que pour l'instant, tout le monde traîne pour pas que ça se fasse. Mais il n'y a pas encore eu une seule ouverture de dossier. Mais ils ont fait une commission nationale qui va permettre de recueillir les demandes. Mais celui qui ne veut pas savoir n'y va pas, et puis c'est tout. On ne va pas donner obligatoirement le nom du géniteur aux personnes issues d'un don de sperme. Le fichier des géniteurs, c'est pas anonyme, quoi. Le fichier des géniteurs n'a jamais été anonyme. Les médecins ont toujours su. Tout. On a tout. On a toujours su qui, quoi, qu'est-ce, numéro de sécu, tout. On a tout, mais on n'a pas le droit de le dire. Bah oui. Est-ce que c'est comme ça dans tous les pays? Aujourd'hui, quasiment tous les pays avaient l'anonymat. Le premier pays qui a levé l'anonymat, c'est en 2004, c'est la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre, c'est 2005. Maintenant, il y a la moitié de la planète, disons, où il n'y a plus d'anonymat. Enfin, il y a impossible accès aux origines, mais pas avant 18 ans. En Espagne, c'est anonyme. Dans les pays nordiques, c'est anonyme un pays sur 2. En Italie, c'est pas anonyme. En Autriche, c'est pas anonyme. En France, depuis juillet 2021, il y a un accès aux origines possible pour ceux qui le désirent. Pendant 18 ans, donc quand l'enfant a 18 ans, Ouais. il ne peut plus poursuivre sa recherche? Non, il commence à 18 ans. Avant 18 ans, on ne lui permet pas de savoir. On pense qu'il est mieux de préserver la cellule familiale, ce qui paraît logique, hein, bien sûr. De toute façon, avec les tests génétiques, tout ça c'est fini, vous savez. La preuve. Moi, si je n'avais pas eu des tests, je n'aurais jamais trouvé. Les banques mondiales sont gigantesques. Comme Noah, là. Noah, elle va peut-être aider d'autres personnes. Enfin,
Évidemment que le donneur de sperme ou la femme qui a abandonné un enfant ne va pas faire le test elle-même. C'est le petit cousin, c'est le neveu, c'est le grand-oncle. Toute la cellule, le premier cercle ou le deuxième cercle généalogique, s'ils font un test, on peut remonter, on a des logiciels incroyables. Maintenant, on peut tout faire, on peut tout retrouver. Donc l'anonymat, c'est fini de toute façon. C'est fini. Donc, ça ne sert plus à rien d'avoir des lois qui verrouillent. Merci Pauline. Merci.